Toutes les routes mènent aux mêmes questions. Celle sur laquelle je suis me ramène à la question de la semaine dernière. S'il est vrai que chaque voyage comporte une destination secrète dont le voyageur n'a pas conscience, où vont secrètement Emma et Guérand? Oh, je ne suis pas encore arrivé à la réponse à cette question, mais il me semble que, bien que le père et la fille voyagent ensemble, ils ne vont pas secrètement au même endroit. Emma, en effet, va, selon moi, là où l'Europe la ramène à la Chine. Quant à Guérand, il va, lui, là où la Chine le ramène à l'Europe. Mais peut-être est-ce secrètement le même endroit. Un de leurs derniers moments significatifs sur le sol italien se passa dans un salon de beauté chinois. De nombreuses photos, très retouchées, d'Emma en font foi, même si Guérand, dans son rapport, ne le mentionnerait à LP qu'en passant, comme pour en souligner le caractère purement accidentel. Sur la route, le voyageur s'arrête pour satisfaire des besoins simples mais incontournables. Boire, manger, se soulager de l'excédent liquide ou solide, ou les deux, entraînés par les deux précédents besoins, se déplier les jambes, dormir. Or, depuis que le grand tour a eu un mois, Emma s'est trouvé un besoin supplémentaire mais tout aussi essentiel. Parler chinois, que ce soit pour dire des choses élevées ou terre-à-terre, mais en chinois. Et pas rien qu'avec son père, car Guérand, faisant entendre dans son chinois 40 ans de français, d'anglais et d'espagnol, dialoguer en chinois avec son père revient pour elle à un duo entre un jeune violon à l'archet sûr et sautillant et un vieux piano désaccordé, auquel manquent des touches centrales. Joue-t-il seulement la même partition? Elle n'en est pas toujours sûre. Plus se prolonge l'éloignement d'avec la Chine, plus Emma a besoin non seulement d'entendre souvent la musique que l'on entend surtout en Chine, mais également et peut-être plus encore de prendre une part active à sa production. Le chinois de V ne présente évidemment pas le même problème. À bien des égards, il est même meilleur que le sien, et pourtant une conversation avec V ne rassasie pas davantage son besoin de chinois. Sans doute est-ce dû au fait que parler avec V est en quelque sorte comme de parler dans le vide, car on aime avoir son interlocuteur, et que V n'a pas à proprement parler de visage. Il est le visage dans lequel on parle, en se demandant, quand on cherche à le regarder en face, c'est-à-dire quand on cesse d'avoir le regard emporté par le paysage, qui l'invite à regarder, s'il n'est pas qu'un cerveau. Or, quand Emma a faim de Chine, une conversation avec un cerveau est aussi peu séduisante à ses yeux que le cervello fritto alla toscana, dans lequel Guérand a essayé il y a peu de lui faire planter les dents. Manger et parler étant deux choses si complémentaires qu'il faut souvent se rappeler mentalement de ne pas parler la bouche pleine, prendre tous leurs repas dans des restaurants chinois leur permettrait de faire d'une pierre deux coups, mais sans même parler du fait que ce ne serait pas la garantie de conversations équilibrées. Ni les serveurs, ni ceux qu'ils servent n'étant toujours très authentiquement chinois, cette façon de satisfaire le croissant besoin des mains, tout en résolvant le problème vieux comme le monde de manger à heures régulières, donnerait à Guérand le pénible sentiment de ne plus entendre l'Italie dans son assiette. Bref, comme ce dernier expliquerait à LP s'impatientant, pour ne pas rater une étape cruciale, une des dernières, de leur itinéraire gastronomique du nord de l'Italie, avant que l'influence de la cuisine française ne se fasse trop sentir et transforme l'expérience italienne en autre chose, ils décidèrent d'honorer Bologne et sa sauce bolognaise avant de partir à la recherche d'un endroit où Emma pourrait contenter son appétit de chinois. Or, une fois les restaurants écartés, il ne reste guère lorsque l'objectif est de se mettre à portée de gens parlant l'exigeant langage, outre les blanchisseries trop brumeuses, trop bruyantes, que les salons de beauté chinois, qui sont ici, ma foi, ajouterait Guérand pour écraser dans l'œuf un malentendu qui de toute façon ne manquerait pas de faire tache dans l'esprit de l'IP, comme des salons de thé où, tout en taillant une bavette en chinois, le client peut, s'il le désire, se faire les ongles des mains et des pieds ou recevoir un massage de bonne aloi.
Plutôt que de rester en parole devant la porte de l'établissement et d'encourager les suspicions à laisser son épouse combler les blancs, Guérand décida d'entrer dans les explications, quitte à s'enfoncer beaucoup plus dans les détails qu'il ne pensait d'abord le faire. Il commença par déclarer vivement que la patronne venait du Henan, la province sud du fleuve, dont LP, en son temps, s'était extraite également, et qu'à côté de filles venant d'un peu partout en Chine, elle employait aussi des filles du coin. Peut-être pensa-t-il que la communauté d'origine engendrerait chez LP une espèce de sympathie envers celle que Guérand appellerait d'entrée une chef d'entreprise modèle. Il n'alla pas jusqu'à dire qu'elle se ressemblait, ni encore moins qu'il avait pensé un court instant, en la voyant s'approcher pour les accueillir, qu'il eût pu, mutatis mutandis, être sa femme. Même dynamisme, même aisance et confiance en soi, même incapacité ressemblant parfois à du dédain à parler autre chose que du chinois. Il fit bien de ne pas lâcher la confidence. Sur la photo qu'Emma envoya à sa maman, comme pour contrarier, sinon contredire son père, c'étaient surtout les différences qui ressortaient. À la fine pointe de fille rangée en triangle se tenait une femme pour qui visiblement les apparences comptaient beaucoup plus encore que la géométrie. Dans une longue robe chinoise à fleurs, agrafée à hauteur de l'épaule gauche, elle semblait représenter tout ce dont LP, dans ses tenues de yoga fatiguées, ne voulait pas, tout ce qu'elle ne voulait plus être. Comprenant enfin que cette femme aux allures délurées pouvait, malgré la nationalité commune, être vue comme une ennemie d'un soir, Guérand s'empressa de remplir de pensées élaborées ce beau grand vase un peu trop apparemment vide. Elle en a fait des pieds et des mains avant d'en arriver à cette position de respect, dit-il en substance, sachant bien que l'argument selon lequel une femme seule avait réussi à s'imposer en travaillant d'arrache-pied, indépendamment de son domaine d'activité, devait plaire, ou du moins parler en bon chinois à LP. Fort de cet adroit préambule, il se préparait à verser à petite dose, savamment dilués dans les oreilles de LP, quelques-uns des propos de la chef d'entreprise modèle, mais c'était sans compter sur Emma, qui, brandissant comme une pièce à conviction le téléphone avec lequel elle avait enregistré toute la soirée, renversa le proverbial tonneau des Danaïdes. Pris au dépourvu, Guérand ne chercha pas à interrompre le flot de rires et de propos, émanant de bouches différentes, mais toujours légers, rapides et enjoués, qui se déversa dans V. Il n'eut pas même à traduire ceux qui, parce qu'ils jaillissaient en divers dialectes italiens, éclaboussaient LP de leur étrangeté, V offrant des sous-titres simultanés beaucoup plus fiables que tout ce que Guérand aurait pu proposer. Tout au plus chercha-t-il, en l'absence d'images compromettantes, de se peindre en Ulysse attaché à son mât au milieu d'un tournoiement de sirènes charmantes, tandis qu'Emma associerait les voix à mesure qu'elles se feraient entendre aux attributs essentiels de leur propriétaire. L'élégante, pour la patronne, la jeune chinoise en rouge, pour celle qui lui massa les pieds et lui fit les ongles, l'italienne à la poitrine débordante, pour celle que son père lui semblerait avoir peur de regarder dans les yeux, la chinoise de l'âge de maman, pour la femme dans la robe bleue à paillettes, qu'au contraire il se forcerait à regarder souvent, la sicilienne aux cheveux roux qui sentent le safran, etc. Dans mon modeste établissement se joue en petit ce qui, à l'échelle de l'Italie et des autres pays qui marchaient mal avant notre arrivée, se joue en grand. Il me semble en effet que depuis que la Chine a mis un pied en Europe, l'Europe confie volontiers ses pieds à la Chine, des pieds qui, le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas les filles, étaient dans un mauvais état. Il y a un rapport mutuel de confiance. La Chine soigne les extrémités européennes, ce qui demande une certaine dose d'abnégation pour un pays qui pourrait vouloir se contenter d'être servi. L'Europe, elle, accepte qu'on s'occupe de ses pieds meurtris à l'aide de produits dont la composition lui est étrangère. Confiance également, et rapport d'intimité dans tous les cas. Avant, quand la Chine était moins vernie, quand tout était encore non pas blanc ou noir, mais blanc ou jaune, il y a, mettons, 100 ou 200 ans, les rapports étaient à sens unique et tous sauf cosmétiques. La Chine supportait qu'on lui arrache les ongles, qu'on joue avec ses pieds, et si vernis il y avait, c'était toujours du sang. Son sang, versé par tonneaux entiers, une laque de Chine couleur sang écaillé. Alors pour la Chine vernie d'aujourd'hui, faire les ongles de l'Europe, c'est beaucoup plus et beaucoup mieux qu'une simple revanche, l'équivalent de Jésus lavant les pieds de ses disciples.
Ici, un brouhaha d'applaudissements et de bravos, à l'issue duquel la même voix prononça les mots qui firent de nouveau rougir Guérand, mais plus cette fois à cause de leur effet possible ou présumé sur les jeunes oreilles d'Emma. Je le cache au fisc italien tant que je peux, mais à vous je ne cacherai pas que beaucoup de membres de la communauté chinoise viennent chez moi pour se faire tripoter, et oserais-je dire sucer autre chose que les doigts de pied, par une de mes jeunes italiennes. Quant aux clients italiens, ils demandent du chinois, si vous voyez ce que je veux dire. J'appelle ça, moi qui en vis, des échanges culturels rapprochés. Je fais concurrence aux écoles de langue, quoi. Il y eut un nouveau charivari, fait principalement de rires cette fois, de « Oh, madame !» et de gloussements étouffés. LP n'eut toutefois pas le temps de se récrier qu'Emma annonçait avec effusion, en reconnaissant sa voix, la jeune chinoise en rouge, dont le discours J'ai pas fait l'école et je lis pas beaucoup, toute autre c'est teinte sûr. que la première fois Mais une qu'il fille comme l'entendit. moi, c'est pourtant Quelques reconnaître heures plus tout. tôt, aucun homme Pendant éduqué, que celle les qui le événements tenait qui contribuent à peignait apporter aux du couleurs bonheur de sa robe, la la Chine Chine en en Italie. ongles des pieds Voilà un d'Emma. événement qui contribue au bonheur du plus grand nombre, et sans doute aussi majeur pour les Italiens que c'est pour ma famille un facteur de bonheur de savoir ma pomme gagnant sa vie en Italie. L'Occident se leurre à diaboliser la Chine et les Chinois en la personne de leurs dirigeants, qu'il faut savoir compter sur les doigts d'une seule main et mettre à un index, pas deux, au cas où ils tenteraient de forcer la main au peuple. On ne force pas la main dans laquelle on se tient. Mon père est marionnettiste à 16 heures, au théâtre du village. En Italie aussi, la tradition des spectacles de Burattini reste vivante. Il ne faut jamais être allé aux marionnettes pour croire qu'une poignée de dirigeants puisse aisément manipuler des centaines de millions de marionnettes. Bien sûr qu'ils tirent les fils, comme on dit, mais ils sont inextricablement attachés aux responsabilités desquelles leur position dépendent. Les Chinois croient dans le peuple chinois. Ils ne croient pas à l'homme providentiel, n'en déplaise à ceux qui voudraient que nous ayons divinisé Xi après avoir fait de même avec Mao. Cette impression-là ne tient qu'à la propagande, comme la propagation d'un produit de marque tient à un slogan. Les employées italiennes étaient-elles fatiguées de tant de Chinois, ou avaient-elles subi un endoctrinement si subtil, à force de travailler pour une Chinoise, que même l'endoctrinatrice ne s'était pas rendue compte de ce qu'elle faisait en vantant les mérites de la peau blanche? Toujours est-il qu'elles purent être entendues répétant en italien, comme l'avait fait plus tôt, mais en chinois, la jeune Chinoise en rouge, « Qu'elle est blanche, comme est bianca !» en massant de leurs yeux puissamment noirs les jambes luisantes qu'Emma venait de sortir du baquet en bois rempli d'eau parfumée où elles avaient longuement trempé. En quel point LP se tourna vers Guérand dans un soupir et un « Tu vois ?» lourd de tout ce qu'elle avait fait et dit avant le grand tour pour amener son mari à comprendre que son retour en Europe coïncidait avec une conjoncture favorable à la blancheur, la sienne et celle d'Emma. Elle aurait parlé d'un retour de balancier, après les persécutions, de même qu'après les campagnes contre le péril jaune, il y avait eu réhabilitation de la couleur jaune. Si l'Italienne à la poitrine débordante n'avait pas rempli V, soudain chatouillée d'une sensation nouvelle, de son italianité verbale tout aussi débordante. Pour les Italiens qui viennent se faire masser les pieds après un repas trop arrosé de blanc, de rouge ou de rosé, peu importe la couleur de ce qui les enivre. C'est une épaisseur invisible ajoutée à la lasagne. Ils ne la sentent pas, malgré la subtile présence d'un ingrédient mystère, mais le supplément de grandeur, mais le supplément de hauteur a un tel pouvoir de revenez-y qu'ils en redemandent encore et encore. Charme de la préméditation? Ces mots, pour lesquels l'appétit de Guérand semblait grand, provoquèrent l'arrivée de plats aussi chinois que pouvaient le tolérer des plats italiens. C'était ici, sur des raviolis tout ce qu'il y a de plus chinois, de la pure et dure carbonara, et là du parmesan à grands flocons blancs sur ce qui ressemblait à une version chinoise de la plus traditionnelle des focaccia. Il y eut ensuite la chinoise de l'âge de maman, comme l'appelait Emma. Elle parla d'épiphanie ou adoration des rois mages, une coutume qu'elle célébrait tous les ans depuis qu'elle vivait en Italie. Elle aimait l'idée du tirage au sort du roi, ou de la reine, de la fête, comparait cela, risquer de s'étrangler sur une fève pour une couronne en papier, à la vraie démocratie. Mais si le roi de la fève devait statistiquement être très souvent chinois, c'était forcé, car autant de bouches,
Autant de parts de galettes, n'est-ce pas? La Chine voulait, selon elle, que tout le monde dans l'Empire mange au gâteau, et de confier que tous les ans, tandis qu'elle mangeait sa part en pensant à sa fille au pays, il lui importait peu de tomber pour de bon sur la fève, puisque sur sa tête, elle sentait la couronne imaginaire de la satisfaction d'arriver, malgré tout, à payer des études impayables à sa fille. Puis il y eut la voix de Guérand qui déclara qu'il était temps de partir, que maman n'aimerait pas savoir qu'il permettait à sa fille d'à peine 15 ans de fréquenter un établissement de ce genre. On entendit une femme protester qu'elle avait commencé à travailler à 15 ans. La Sicilienne aux cheveux qui sentent le safran, précisa Emma. Puis plus rien, ou plutôt le reste fut étouffé par un orage de colère qui, venu de Chine, s'abattit sèchement sur V. Après ce soir-là, ou plutôt après l'itération forcée de ce soir-là, tout s'emballa. Ce fut comme si le dieu du voyage avait lentement tiré un trait chinois sur l'Italie, invitant artistement à passer à autre chose. Emma, Guérand et V surent, chacun à sa manière, reconnaître les présages. Alors, à la croisée des chemins menant en Suisse, en Autriche ou en France, ils s'arrêtèrent pour discuter, comme l'auraient fait des coureurs automobiles, de la trajectoire à prendre. Emma et Guérand se tenaient debout à 2 pas de V, qui se dégourdissait les portières. Avec son inclination personnelle pour l'espagnol et le gréco, Guérand voulait traverser plein ouest, le sud de la France, jusqu'au pays de Saint-Jean-Pied-de-Port, en Basse-Navarre, et de là, direction Madrid, le Prado. Il proposa même d'entraîner Emma à pied pendant une quinzaine de jours sur les chemins de Compostelle, avant qu'il ne pique au sud à hauteur de Léon, vers la capitale, qui leur tiendrait lieu de fin de pèlerinage. V ferait cavalier seul sur l'asphalte et les rejoindrait à chaque étape avec le ravitaillement. Hélas pour Guérand, son projet fut jugé rétrograde par V, qui menaça à demi-mot de l'accomplir en marche arrière, voire de prendre le mort aux dents. Emma, de son côté, se regimba devant la perspective des longues journées de marche. Elle rêvait du pays du raisin, le Portugal, s'étirant verticalement le long de l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Espagne, comme la banquette sur laquelle elle était allongée de dos, perpendiculairement à la route, bordait une lunette arrière de ciel bleu. Qu'importe le Portugal, ce n'est ni le pays du raisin, titre qui va mieux à son voisin, ni le pays de la raison, comme peut-être l'est encore le voisin de son voisin, s'emporta Guérand, regrettant presque aussitôt son emportement et son irrespect, sorti comme un loup de sa tanière de sa méconnaissance quasi complète du Portugal. Du regret de ce coup de sang découla la promesse faite sur le champ de visiter le Portugal, ne serait-ce que quelques jours, le temps sans doute d'effacer la honte d'avoir voulu oublier ce pays, à moins que, la honte ne s'effaçant pas si rapidement du tableau noir qu'est l'esprit de celui qui l'a causé, surtout si ce dernier est professeur, le but de cette promesse emportée fut de faire oublier la honte d'avoir voulu effacer le pays du raisin de l'esprit de son élève, sa seule élève, alors même qu'elle rêvait de vendange. En contrepartie, le projet de pousser vers le nord au sortir de l'Italie fut définitivement écarté, décision qui donnerait une moisson de conséquences. Il est temps de tailler un peu de route, insista V, ouvrant ses portières dans toute leur envergure, comme pour tester des ailes et inviter Guérand et Emma à s'en servir immédiatement. Pas de nostalgie de l'Italie, puisque son pays à lui, ce sont les routes. Depuis quelques jours qu'il sentait de plus en plus l'appel du français, sa langue mentale, Guérand était partant lui aussi. Mais après sa condamnation hâtive du Portugal, il ne voulait pas que le dernier mot lui revînt. V regarda Guérand, qui regarda Emma, qui regardait la route. Il y eut un de ces moments dans lesquels tout un voyage tient. Était-elle déjà au Portugal, en Espagne, ou seulement en France? Al prossimo bivio, au prochain croisement, dit Emma. À V ou à Guérand, va savoir. Le doigt qu'elle pointait vers l'avant ne regardait personne. Girare a sinistra. Prendre à gauche.